Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Notre invité, Dominique Sévigny. Salut Mario, salut Guy. Salut, ça va? Yes, ça va bien. Guy, nous, on prépare nos bagages parce que tu t'en vas à Mix la semaine prochaine. Oui, je m'en vais à Las Vegas, baby! Pour la conférence Mix de Microsoft, qui est surtout tout ce qui est développement web, web 2.0, puis tout ça. Donc, c'est pas mal excitant. J'ai bien hâte de voir quelles annonces ou de quoi on va discuter là-bas. Puis, juste pour nous faire saliver un peu avant qu'on entre en ondes, tu t'indiquais que les directeurs régionaux de Microsoft, vous allez avoir la chance d'avoir une présentation presque privée avec rencontre privée avec Scott Guthrie. Ben oui, Scott Guthrie qui est maintenant VP développement ou quelque chose comme ça là chez Microsoft. Donc, on va avoir une session privée avec Scott. Puis même, on a notre souper le jeudi soir avec Scott lui-même. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir peut-être comprendre ou apprendre des choses sur ce qui se passe en arrière de la technologie. Oh, ben, je sais pas si on va avoir des scoops, mais bon, je pense on verra. Moi, la semaine suivante, je m'en vais à Seattle aussi. C'est pas Las Vegas, donc c'est un petit peu moins excitant comme voyage. Il risque de faire moins beau. Mais il y a un sujet là-bas qui m'excite beaucoup parce que je vais aller participer à une activité que Microsoft organise reliée avec Team System. C'est un Technology Adoption Program, TAP, où est-ce qu'on finalement on a la chance de mettre la main là, sur la prochaine version. En tout cas, avoir un aperçu de ce qui s'en vient comme. En fait, si je comprends bien, un TAP là, c'est pour les ce qu'on appelle les early deployers, là, les early adopters, les compagnies comme ça qui vont pour comprendre le produit. Tout à fait. Donc, c'est pas comme un software design review où est-ce que là, on indique. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai participé à... parce que je fais partie d'un conseil de chez Microsoft où est-ce que je les aide à identifier qu'est-ce qu'ils devraient faire dans les prochaines versions. Mais le TAP, c'est que je vais pouvoir voir les fonctionnalités implémentées dans le logiciel. Sans que j'ai besoin de me taper 5 jours à l'installer chez moi puis faire le rough, ça va me forcer pendant 3 jours à vraiment passer à travers le logiciel. Oui, mais Mario, tu vas surtout voir s'ils t'ont écouté. Bon, on va être très humble. Ils m'écoutent pas tant que ça. Ouais, peut-être qu'ils devraient le faire. En tout cas, pour la version architecte, peut-être que ça leur donnerait un meilleur produit, mais ça, c'est... Eh boy. OK. Bon, ça, c'est un autre débat et on va rêver qu'un jour, ils vont comprendre la bonne parole de Saint Mario. Oh boy. Dominique. Oui. La formule, c'est qu'on commence toujours par présenter un peu ta biographie, puis ensuite, c'est l'entrevue. On va parler de quoi aujourd'hui? On parlait aujourd'hui de... Microsoft a commencé à distribuer depuis ASP.NET 2.0 différentes extensions. Donc, une des premières extensions qui avait sorti, évidemment, c'est bien connu le framework Ajax 2.0. Et maintenant, avec .NET 3.5, donc Ajax est maintenant built-in, puis ils ont sorti un nouveau package qui regroupe toutes les nouvelles technologies qui vont se greffer à ASP.NET, par exemple, tout ce qui est, on va en parler tantôt, le framework MVC, le Entity Framework, Dynamic Data, des contrôles pour Silverlight. Donc, c'est un ensemble de technologies reliées à ASP.NET qui va être livré, on ne sait pas encore, évidemment, c'est en version bêta, qui va être livré probablement sous forme de une extension. Donc, une couple de nouvelles DLL qui va être déployée sous forme d'MSI et probablement, comme ils ont fait avec Ajax dans la prochaine version de .NET Framework, risque d'être built-in à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, ça s'appelle les extensions ASP.NET 3.5. Oui, donc Microsoft ASP.NET 3.5 extension. T'es président de Run That Server. Oui, Run That Server Consulting. Un bon nom français, Run That Server. C'est un bon nom français. Il y a du monde qui sont jaloux de mon nom de domaine, runthatserver.com. Ça représente évidemment ce que je fais depuis une dizaine d'années, donc toujours développement web, Microsoft. J'ai toujours été fidèle à ce monde-là depuis ASP
traditionnel 2.0, 1.0 même. Donc, on travaille évidemment donc dans la consultation à Montréal en développement uniquement ASP.NET. Donc, évidemment, tout ce qui est alentour, SQL, Ajax, on se spécialise vraiment tout ce qui est la couche de présentation. Et on fait des interventions donc en entreprise sur faire des architectures ASP.NET, réutilisation de portions d'interface graphique, ainsi de suite. Donc, on essaie de faire comprendre aux entreprises qu'il y a de la business à faire au niveau de couche de présentation et c'est souvent ce qui est délaissé donc en entreprise. Puis c'est souvent ce qui paraît le plus au niveau d'un client. Donc, c'est ce qu'on travaille. On donne de la formation donc aussi dans les centres de formation connus à Montréal. Donc, Technologia, par exemple. Technologia. Donc, de mon côté, je travaille chez Technologia. Laurent Duveau, qui est partenaire avec moi, lui, il fait tous les cours certifiés Microsoft, donc Versalis, Nexian, tout ça. Puis on fait du développement, évidemment, in-house aussi, donc pour certains clients. Donc, on fait beaucoup de choses, on s'amuse. Puis t'as 2 petites jumelles. Est-ce que ça te laisse du temps de t'occuper de ta petite famille? Ouais, ça me laisse du temps. On termine de travailler à 4 heures, on va chercher à garder à 4h30, on les couche à 7, puis on reprend le laptop à 7h30, puis on se couche à 11 heures. Donc, c'est à peu près ma vie, je vous dirais. Donc, on s'occupe aussi de la blonde une fois de temps en temps. C'est important. Ouais. Puis en 2008, il y a quelque chose de nouveau pour toi. T'es maintenant un MVP. Ouais, depuis 2008. Donc, très intéressant. Donc, à partir de janvier, donc j'ai eu la nomination à ASP.NET et je suis vraiment content donc joindre toute la communauté .NET à Montréal. Ça fait assez longtemps que je participe, environ 8 ans on en peut pas tout. dire que c'est quelque chose de nouveau pour toi d'être dans la communauté. Non, regarde, c'est pas nouveau, mais là ça va me permettre d'un petit peu de vous suivre puis de connaître donc les conférences qu'on a d'offert, les gros avantages qu'on a. Est-ce que puis tu vas venir au MVP Summit en avril? Oui, je vais être là au MVP Summit, évidemment dans le track ASP.NET, évidemment, donc on va suivre le plus possible Scott Goupil. On n'aura pas ce que Guy Barrette y a comme avantage, mais bon, on a déjà tous les avantages, puis ça va me permettre aussi là, d'en connaître plus et davantage. Donc, oui, c'est nouveau pour moi, je suis très content. Ta boîte, est-ce que vous faites des choses en lien aussi avec SharePoint? Présentement, non. La principale raison, les ressources. Essayer de trouver une ressource SharePoint à Montréal aujourd'hui. Ben sont toutes déjà fort occupées. Ils sont probablement toutes déjà occupées. C'est puis, impossible, là, point. C'est probablement impossible. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ceux qui en ont, ils travaillent déjà. Oui, on aimerait ça. Moi, j'aimerais ça, mais c'est toujours le côté de dire, bon, mais quand est-ce qu'on prend le temps de dire on s'arrête? On arrête 1 mois, 2 mois, on l'apprend, on travaille dedans. Évidemment, tout ce qui est en arrière de SharePoint, c'est ASP.NET, tout ça. Donc, honnêtement, ça manque à ma culture. C'est quelque chose qui serait bien. Puis, les mandats, probablement qu'il y en aura encore plus. Mais quoique, on est à s'occuper. Mm-hmm. Mais oui, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant. Donc, on aimerait évidemment offrir SharePoint, mais pour l'instant, si avis à ceux qui sont intéressés de rentrer dans une boîte spécialisée ASP.NET, de nous aider à avoir un côté SharePoint, c'est très intéressant évidemment. Cette année, je vais participer évidemment au DevTeach à Montréal. Toronto, je sais pas encore si pas Toronto, oui c'est ça Toronto, on sait pas encore si je vais peut-être participer, mais DevTeach Montréal, oui c'est sûr je vais être là. Sais-tu déjà un peu vers quoi tu vas aligner tes présentations ou? Il y a des bonnes chances que j'enligne, mais évidemment, je vais toujours rester dans mon créneau ASP.NET. Je pense qu'au DevTeach, j'étais assez catégorisé là-dedans. Il y a bien du monde qui venait uniquement pour voir évidemment ce que je parlais sur ASP.NET. L'année passée, ça a été Ajax. L'année d'avant aussi, bon, parce qu'il y a eu des versions bêta, version finale, il est temps un petit peu qu'on change. Donc, Ajax c'est pas mal connu, tout ça. Le gros morceau d'ASP.NET cette année, en 2008, ça va être évidemment le framework MVC. Je suis pas un expert dans le monde MVC, mais je vous dirais que je pense que ça va me pousser à connaître ce pattern-là qui existe depuis des années et qui, à mon avis, a été un succès là, de ce que j'ai vu. Donc, et ça change complètement le développement perçu par ASP.NET depuis qu'il est livré en version 1.0. Donc, c'est un gros changement. Puis d'après moi, ça risque d'être une ou deux conférences qui vont être assez... Et j'aime bien ça, avoir des salles pas mal pleines. Donc, oui. T'as du succès quand tu fais des présentations parce que. Je pense que ça a été bon en 2007. Donc, Ben écoute, nous, on va faire la pause. Puis justement, on va revenir parler des extensions. Oui. Qui inclut justement le fameux ASP.NET MVC. Donc, oui. On va en parler beaucoup plus en détail. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com.
Dominique, tu nous faisais part de ton intérêt de faire des présentations dans le futur sur le fameux ASP.NET MVC. Je te cacherai pas, étant moins impliqué dans l'organisation de la conférence TFTeach en charge d'une des tracks, on en reçoit des propositions de speakers qui veulent parler du ASP.NET MVC. Il y a de l'intérêt de ce côté-là. Puis c'est d'ailleurs le cœur de ce qui est inclus avec les extensions, si je me trompe. Ouais, exactement. Donc, c'est un des gros modèles. Je pense que d'après moi, Scott Guthrie l'a annoncé, ça fait peut-être 3-4 mois environ. Il a commencé à intégrer ça, sous forme d'extension en format bêta. Et je te dirais, moi, ce que j'ai vu en premier lieu, c'est que, évidemment, je suis pro ASP.NET, j'aime bien comment c'est monté, tout ça. En lisant un petit peu ce que ça donne comme résultat, puis en regardant un petit peu la doc, puis tu regardes les arguments, tu regardes ça, tu te dis, ouais, finalement, c'est vrai que ça va répondre à un certain besoin, mais mon opinion là-dessus, c'est que ça va répondre à un besoin d'entreprise, pour des gros projets sérieux. Quelqu'un qui développe un site web standard, drag and drop, position absolue, des choses vraiment assez light, même un petit peu plus gros, je pense que, à mon avis, ça répondra pas nécessairement aux besoins. Parce qu'il y a certains problèmes que moi je vois et que je vais énumérer tantôt là quand on va discuter plus en détail de ça. On peut faire un peu un parallèle. C'est un peu comme avant, tu avais des sites web que tu pouvais faire plus HTML. On pouvait tomber dans du ASP.NET avec son modèle de programmation. Ouais. Puis là, ce qui est intéressant avec le MVC, c'est que tu vas avoir un troisième modèle qui va adresser beaucoup plus la problématique de rendre testable son interface. Exactement. Ça, c'est un des gros avantages. C'est que partout où je passe, quand on va en entreprise, on essaye, on me demande de faire des tests unitaires, NUnit ou les tests dans Team Foundation Server. En réalité, c'est que tu essaies de tester un site web ASP.NET au niveau couche de présentation. Oubliez ça. Il y a toute la notion de postback qui était nouveau, hein, on dira ce qu'on voudra, mais le nouveau framework ASP.NET quand ça a sorti, c'était magique, c'était le fun, ça allait bien, mais plus qu'on avance, plus qu'on se rend compte qu'évidemment, ça répond à un certain besoin, mais pas un besoin d'entreprise pour des gros projets. Évidemment pour les tests. Ça, c'est un des gros problèmes, là. C'est la magie du fameux postback des pages ASP.NET, c'est que la seule technique de test, c'était d'utiliser l'interface comme un utilisateur, puis là, de cliquer dedans, puis de vérifier. Exactement. Qui est un modèle de test, mais qui est peut-être pas un modèle de test reproductible aisément, qui a moindre coût qu'on peut automatiser. Exactement. Puis les gens de la communauté agile, eux, aiment beaucoup automatiser les tests parce que c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour refaire entre autres du refactoring. Ceux qui font par exemple un build server où ils peuvent rouler les builds la nuit ainsi que les tests, tout ça. Donc tu peux pas faire ça avec un site web ASP.NET. Ce qui fait en sorte que depuis qu'ASP.NET est sorti, tu regardes les gens, tout ce qu'ils font, ils testent la business, ils testent manuellement les écrans, c'est QA qui passe dans un batch de tests, tout ça, puis au bout de la ligne, tu te rends compte que oui, tu as certains problèmes. Puis le nouveau problème, c'est que, évidemment, ils ont introduit toute la notion du view state à l'intérieur de ASP.NET de façon à maintenir l'état de tes contrôles à travers tes pages. Puis vous faites juste une recherche, par exemple, dans Live ou Google, peu importe, faites une recherche sur view state, puis vous allez trouver des millions d'articles. Puis c'est pas sur comment ça marche, non, c'est quoi le problème, pourquoi ça marche pas, puis je suis tanné, puis comment le disabler. Comment disabler, et là les personnes le disable, puis les propriétés marchent à moitié, je vous le dis, tu mets un textbox, tu dis enable view state à false, puis il continue à garder son state quand même, tu te demandes pourquoi. La page a un view state, et le gros problème, c'est que les programmeurs ne s'en soucient pas. Puis malheureusement, vous pouvez vous retrouver avec un view state de 500K dans une page facilement. Donc les performances d'un site web à ASP.NET, c'est clair, net et précis, tout le monde le disait. Il y a certains sites qui sont plus lents qu'un site web traditionnel ASP. C'est pas pour rien. Donc, le MVC, d'après moi, va venir carrément améliorer ce framework-là, puis avec succès, d'après moi. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu là, à la définition du framework MVC. Premièrement, ça veut dire quoi MVC? MVC, c'est les lettres, c'est Model View Controller. En réalité, c'est par exemple, quand tu es dans Visual Studio, tu serais capable d'utiliser le ORM, là, Object Relational Mapper. Tu serais capable d'utiliser ça, puis modéliser ton modèle, puis auto-générer directement tes classes à partir de ça. Et le modèle le côté view, c'est justement toute ta portion d'interface graphique. Donc, tu as une vue liste produit, tu as une vue édition d'un produit, tu as une vue supprimer un produit. Et l'autre, qui est le C pour le controller, en réalité, c'est un genre de dispatcher. Donc, ça va te permettre justement de dire,
le contrôleur va servir à manager justement telle vue. Un genre, je sais pas comment on peut expliquer ça en souvent, français. Il y a beaucoup de programmeurs qui avaient l'habitude d'avoir ce qu'on appelait un form handler. Exactement. Une classe qui était pour justement gérer la logique de ta forme. La forme étant ta vue, ben le form handler, c'était une façon déguisée de se faire un contrôleur. Exactement. Parce que rien de nouveau sur le soleil. Là, Non, du tout. Là, ils ont pas réinventé là, le principe de MVC. Là. Donc, avec ASP.NET traditionnel, on a essayé de faire un semblant, je vous dirais. Là. Donc, tes vues, tes pages, tout ça. Mais ça va être différent parce que dans un setup ASP.NET, présentement, tu mets une grille. Tu peux ajouter, éditer, supprimer tout dans la même grille, toutes les mêmes fonctionnalités. Avec MVC, ça risque d'être une page d'édition, une page de suppression, et là, tu vas avoir chacun des fonctionnalités par page. Donc, tu découpes, tu as besoin d'un, entre guillemets, un routeur pour router toutes directement tes pages, tes actions, tout ça. Donc, ben, c'est ton contrôleur qui va faire c'est exactement ça. ton contrôleur qui va faire cette job-là. Puis, c'est là où, à partir de ton contrôleur, tu vas être capable de faire tes tests unitaires, puis de dire, bon, ben, regarde, roule-moi le contrôleur qui s'appelle édition d'un produit ou peu importe, là. C'est ça qui devient intéressant, c'est que le contrôleur devient un point d'entrée Exactement. où tu peux automatiser des tests parce que le contrôleur, il te donne une interface programmable Exactement. sans que tu aies besoin manuellement de faire des clics dans l'écran. Puis la partie qui est l'écran, la vue, elle devient tellement mince que tu peux quasiment plus la tester parce que tu présumes que c'est tellement simple, le code qui est là, il devrait marcher bien. On sait tous de toute façon qu'il y a quand même un minimum de tests manuels qu'on va faire. Utilisateur, là, ça c'est normal. Tu as un QA toujours, là. Toujours des tests d'acceptation par des pilotes. Exactement. Mais puis les gens qui ont poussé pour ces modèles-là originalement, c'était des gens de la communauté agile parce que eux voulaient être capables de pouvoir justement automatiser les tests. Exactement. Puis moi, ce que je lis, ça fait longtemps que c'est demandé. Bon, on le sort là, mais ça fait longtemps que beaucoup de personnes qui viennent du monde Java ou qui viennent du monde orienté-objet, web, tout ça, eux utilisent ce framework-là depuis longtemps dans leur monde, on s'entend là. Et c'est un monde qui est connu, ça marche, c'est éprouvé. Et à partir de là, ben tout le monde a commencé à dire à Microsoft sur les sites comme le blog de Scott Guthrie, tout ça, en disant regarde, c'est bon ASP.NET, ça génère bien, ça fait une bonne job, mais on a besoin de quelque chose qui est plus light, plus simple. Et on veut, dans le fond, ils reviennent un peu au mode standard, hein, avec tu passes des paramètres query string, là ça va être beaucoup d'URL mapping, URL routing, tout ça. Et on revient vraiment, on retourne un peu à la base. C'est souvent dans n'importe quoi, ce qu'on fait dans la vie, souvent on va trop loin, puis on dit bon ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Puis souvent c'est de revenir à la base et de réfléchir. C'est quoi le développement web, comment ça fonctionne, puis on se rend compte que les sites web sont pas si compliqués que ça. C'est toujours pareil. Donc là, on va développer nos pages de quelle façon? Est-ce qu'on va encore avoir une page ASPX puis une classe qui va être notre code behind? Ça va être un petit peu différent. C'est que tu vas avoir, évidemment, comme je disais tantôt, pour une page standard où tu peux faire 4 actions sur une grille, tu vas avoir vraiment 4 pages normalement. Donc, ça va être séparé dans des répertoires modèle view controller. Et ASP.NET va déjà avoir des base pages pour chacun des modèles, la vue, la contrôleur et évidemment le modèle. Donc, au lieu d'hériter de système web UI page, tu vas pouvoir hériter d'une autre classe et donc tout le framework MVC va être stocké, par exemple, si je me souviens bien, je pense que c'est dans system.web.mvc. Donc, c'est carrément, ils vont vraiment dissocier les deux façons de travailler en ASP.NET. Tu vas avoir deux modes. Tu vas vraiment avoir deux modes. Tu vas décider, est-ce que je fonctionne au mode standard traditionnel ou est-ce que je développe au mode avec le framework MVC? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le modèle ASP.NET qu'on connaît aujourd'hui, oui, c'est une abstraction que Microsoft a construite qui avait pour but de simplifier la programmation du site web. Oui, exactement. Ils n'ont pas fait ça pour le fun. Non. Au bout de la ligne, ça génère du HTML. C'est toujours la même chose. La grosse difficulté quand on fait une abstraction, c'est de s'assurer que l'abstraction tient la route pour tous les scénarios. Puis souvent, si on n'est pas capable de tenir la route pour certains scénarios, souvent en anglais, on va dire que on a des leaky abstractions, ou en tout cas, on a des abstractions qui ont des fuites. Exactement. Puis le problème, c'est quand tu as trop de fuites pour trop de scénarios, ça demande trop aux gens de comprendre ce qu'il y a en arrière de l'abstraction. Puis c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le monde ASP.NET. C'est si tu veux être capable, par exemple, de faire des tests, il faut que tu comprennes toute la mécanique en arrière. Donc, ça veut dire que l'abstraction devient plus bonne. Exactement. Microsoft, eux, leur stratégie, c'est d'offrir ça avec une nouvelle extraction. Puis, ils n'ont pas inventé la roue. Ils ont dit, on va prendre une abstraction qui est reconnue et utilisée dans l'industrie, le fameux modèle MVC. Beaucoup de frameworks utilisent ça. On peut penser à Castle, on peut penser dans le monde Ruby avec Rails. Donc, ils ont juste fait une bonne implémentation de cette approche, de ce pattern-là.
Exactement. Pour offrir une nouvelle façon de faire de la programmation pour les gens qui ont ce besoin-là, puis on pense que ça va cibler beaucoup plus les gens en entreprise. Exactement. Mais pourquoi ça ciblerait plus les gens en entreprise? Je me questionne un petit peu ici. D'après moi, c'est peut-être plus pour la facilité de développement. C'est sûr que ASP.NET de base, t'as tout le côté, justement, on dira ce qu'on voudra du postback et du view state, ça a répondu à un besoin énorme que les gens étaient tannés de développer, tout ça. Ce que j'ai lu dernièrement, c'est que oui, ils vont trouver une autre façon au niveau du framework MVC de trouver une façon de maintenir tes états autres que par des grosses variables sessions et ainsi de suite. On va voir, mais d'après moi, écoute, ça va être à voir, ça va être de voir, mais les gens qui sont pas habitués de travailler sur des frameworks MVC, où est-ce que t'es vraiment relié à un guideline vraiment au niveau de ta structure de ton site. Je sais pas, honnêtement, c'est une opinion que j'ai. C'est sûr que ça te force à faire un découplage. Exactement. Donc, puis... si tu as un temps de développement supplémentaire, peut-être, ça dépend de l'expérience des gens. Je me verrais pas pour le moment un développeur junior partir là-dedans, honnêtement. S'il n'y a pas l'expérience, il faut qu'il apprenne un peu comment ça marche. Mais il faut qu'il y ait une préoccupation de la qualité, en tout cas de tester chaque petit bout de chaque petit module qui soit testable, ça soit une préoccupation importante pour toi. Pourquoi les gens, beaucoup de gens, ils sont à l'aise avec le modèle ASP.NET, c'est que même s'ils ont un paquet de classes, ils veulent pas les tester les classes, ils vont pouvoir tester le site dans sa totalité. Exactement. Faire juste des tests d'acceptation, puis pour eux autres, c'est une qualité acceptable de tester comme ça. Exactement. Puis on s'entendra, c'est une grosse majorité de la clientèle des gens qui font ça. Donc, c'est sûr que si tu vas dans une grande banque, une grande entreprise où faut que ça soit blindé, t'as pas le choix, là. Tu vas pas, la plupart des gens vont passer avec des frameworks comme MVC. Okay. Ouais. Donc, tu mentionnais tout à l'heure là des pages d'édition, par exemple une grille où on pouvait avoir plusieurs niveaux d'édition, puis qu'il y allait avoir une page qui est générée pour chacun des modes, là, finalement, édition, ajout et tout ça. Est-ce que c'est toujours des pages ASPX ou il y a une propre extension? Non, c'est toujours des pages ASPX. Microsoft va rajouter des templates de projet, des templates de pages. Donc, quand tu vas choisir, par exemple, je vais créer un nouveau framework, un nouveau site avec utilisant MVC, automatiquement, il va déjà tout te créer la structure d'un standard de MVC, donc avec les bons répertoires, modèle view controller. Okay. La différence, c'est que oui, tu vas avoir encore ta page, tu vas avoir encore ton code behind. Mais il va y avoir du code HTML dans ces pages-là. Évidemment, tu vas avoir encore du code HTML, et c'est là que la problématique. Bon, oui, ton code behind va hériter d'une autre page de base, on s'entend, pour respecter chacun des couches. Là où moi je vois un problème, c'est que l'industrie ASP.NET a grandi de façon incroyable depuis 2002. Toutes les third parties qui sont développées sur la planète, il y a des business qui sont montés là-dedans, c'est gros. Et là, tous ces contrôles-là ont été bâtis sur le framework ASP.NET de base, postback, view state, tout ça. Puis là, demain matin, il n'y a plus un de ces composants-là qui va fonctionner au niveau du framework MVC. Oh. Donc, toutes ces composantes-là, entre guillemets, sont-tu à réécrire? Quand tu regardes les exemples que Microsoft donne du framework MVC, la façon de travailler, si vous remarquez, il travaille avec des contrôles HTML standard dans les pages ASPX. Il travaille pas avec le textbox standard parce que lui, il est fait pour, par exemple, utiliser justement le viewState puis le postback. Mm-hmm. Eux, ils utilisent encore des contrôles standards HTML et on revient au mode request query form, request.form, .queryString, tout ça. Donc, on retourne un peu à la base, mais ça, je vous dirais, c'est un petit peu comme Silverlight. Ils ont sorti une version, on n'a pas grand-chose, mais ça s'en vient. Oui. Donc, probablement que le MVC va contenir tous les contrôles de base connus. Mais là, ça veut dire que les third party, les contrôles third party ou les doivent s'adapter. Ouais. Ils vont devoir s'adapter. Puis j'ai hâte de voir comment la communauté, on s'entend que si tu as envie d'avoir une grille puis faire du drag and drop de colonnes, édition d'engrais, des choses vraiment avancées que Component Art, Telerik, Infragestic font, comment eux, probablement qu'ils sont déjà en train de développer des contrôles pour ça. Mais j'ai hâte de voir l'adaptation. Donc, ce que je vois, c'est qu'on va tous se ramasser avec des sites qui sont toujours pareils, très light, une petite grille, un petit bouton d'édition. On va sur une autre page. On n'aura pas, d'après moi, avec les frameworks MVC, des gros sites complexes dans une page web. On va tomber avec des sites très light, très simples. Ouais, peut-être au début surtout, là. Probablement au début, tu sais, dans les premières années. Mais avant qu'on commence à pondre des contrôles ASP.NET pour le MVC, ça a pris au moins 1 an, 1 an et demi avant que les compagnies commencent à offrir au niveau ASP.NET. Si on prend l'exemple de WPF. Exactement. Donc, lorsque WPF est sorti, il n'y avait aucun contrôle third party, tout ça. Là, ça commence tranquillement, on commence à en voir, mais il y a une période d'adaptation, là. Mais c'est toute une question aujourd'hui, en tout cas le choix entre
plus de fonctionnalités fournies par des tiers parties, mais des choses moins testables? Exactement. Ou est-ce que t'es pas sûr que t'as... Ça dépend du contexte. Tu sais, si tu l'as dit, si t'es une banque, puis t'es en train de te faire un site de commerce... électronique, transaction bancaire, peu importe. transaction bancaire, ben, tu vas peut-être décider que tu veux peut-être moins des choses fancy, mais tu veux la solidité, tu veux que ça Exactement. fonctionne tout le temps parce que c'est ta crédibilité qui est en jeu. Exactement. Donc, c'est tout un... Fait que si on revient aux pages, là, on Ouais. a nos différents états. Ouais. Le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le contrôleur, lui, sa job, entre guillemets, c'est évidemment de dispatcher l'information. Dispatcher, les opérations. Donc, en gros, le contrôleur, tu pourrais avoir, je sais pas, un contrôleur qui dit, OK, ben, pour ajouter un contrôle, c'est telle page. Donc, lui va s'occuper de faire toute l'histoire du routing. Donc, je pense qu'ils vont mettre, ce que j'ai vu, ils vont mettre dans le framework MVC tout un je sais pas si on peut appeler ça un framework, mais un système de routage que tu peux coder manuellement. Donc, dans ton contrôleur, tu peux carrément dire route.add et là, tu peux donner chacune des actions que tu veux que ton contrôleur fasse. Donc, tu pourrais, quand j'ai ajouté quelque chose, je veux shipper un mail. Bon, mais tu vas ajouter une route qui va te permettre d'avoir dans ton URL, je sais pas moi, add product, puis là, tu vas avoir une autre action. Donc, Parce que, ultimement, c'est juste une state machine. Là, oui, c'est un exactement. contrôleur. Exactement. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est si les tiers parties se mettent à faire on va rêver un peu. Mettons, les tiers parties font des contrôles qui vont être MVC compatible, si on peut prendre ce terme-là, et que Microsoft, par exemple, en reconnaissant que c'est juste une machine à état, ils ont déjà un super engin visuel pour designer des machines à état, c'est le Workflow Engine. On pourrait complètement révolutionner la façon de faire de la programmation web, tout en donnant la capacité de faire des tests pour chacun des modules, chacune des pages qu'on fait. Donc, le meilleur des deux mondes, finalement. Exactement. Puis, un des gros avantages, c'est que, en tout cas, ce qui semble être le cas présentement, c'est que, oui, c'est correct, ils vont enlever ce qui était, entre guillemets, moins bon dans ASP.NET. Il y a un paquet de features dans ASP.NET qui est vraiment solide depuis longtemps. Toute l'histoire des fichiers ressources, la globalisation de ton site, l'histoire la gestion des CSS, des thèmes, toute l'histoire de... Ils laisseront pas tout tomber ça. Non, là. exactement. Donc, tout ça, la richesse d'ASP.NET, ce qui est alentour, où est-ce que tu n'as plus envie de coder depuis longtemps, ça, ils vont le garder et ça va fonctionner de la même façon. Ça a l'air qu'il n'y a aucun changement. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que ça va être pas si compliqué que ça de dire, on prend un site, on regarde comment il est fait. S'il n'est pas trop complexe, on peut être capable de le modifier au niveau d'un framework MVC. Okay. On change l'héritage des pages, tout ça, évidemment, tous les contrôles de base. La structure de ton site, ça a l'air qu'on va être capable de récupérer ça puis de faire de quoi là, un peu plus structuré. Je vous Okay. dirais. Est-ce qu'on pourrait mixer les deux, avoir les deux Non, types? non. Ce que j'ai, en tout cas, à première vue, présentement, faut pas jamais oublier que c'est une version bêta, hein. Donc, on a eu, je pense, 2 versions en date. On en a eu une qui était le premier où là, les gens disent, wow, il y a plein d'affaires qui marchent pas. Ils ont rectifié. Et probablement qu'au mix, ils vont nous annoncer une version Go Live ou une version, je sais pas, aucune idée. C'est dans une semaine. On va savoir au prochain talk show. Mais d'après moi, non, tu peux pas mixer parce que c'est carrément un autre modèle de développement. Puis non, là-dessus, c'est pas mal sûr que on n'aura pas de mixage. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu du modèle extension. Donc, Microsoft sort depuis quelques années out of bound là, des ajouts à ASP.NET là, sous forme d'extension. Peux-tu me parler un petit peu de la philosophie qui est en arrière de tout ça? La philosophie en arrière des extensions, honnêtement, je l'aime bien. C'est que, mettons qu'on retourne en arrière, là, donc ASP.NET est sorti, ils ont fait version 1.0, 1.1 qui était en gros un gros service pack. La version 2.0 est sortie avec tout ce qui est built-in dans ASP.NET 2.0. Puis après ça, ils ont sorti Ajax. Donc, Ajax Extension, qu'ils ont appelé. En réalité, ce n'est pas... Tout le monde pensait que c'était built-in dans ASP.NET, mais en réalité, c'est pas vrai parce que la DLL de tout le monde web au niveau du .NET Framework, c'est system.web. Ils n'ont pas inclus dans le bouton des fonctionnalités Ajax du tout. Ils l'ont laissé tel quel, de façon à ce qu'elle réponde aux besoins de tout le monde, de ceux qui ne veulent pas codec du Ajax. Donc, le principe a parti évidemment d'Ajax avec des extenders. On étend les fonctionnalités d'un textbox, d'un bouton, d'une grille, peu importe. Donc, l'extender, si vous regardez la DLL d'Ajax, c'est system.web.extension. Donc, là-dedans, on a tout le frame de Ajax au complet, qui est une extension au .NET Framework. Là, ce que je regarde présentement, c'est que ils ont l'air à faire, par exemple, un namespace system.web .mvc. Là, tu vas avoir system.web.silverlight. Tu vas avoir des choses comme ça qui risquent d'être les namespaces réels qu'il va probablement avoir au niveau du .NET Framework. Mais la DLL risque d'être, d'après ce que je pense,
risque d'être encore séparés au niveau vraiment du framework. Bon, oui, là, ça va être une extension. Probablement, ça va être un MSI qui va s'installer, puis bon, une nouvelle DLL. Probablement que ça va être déjà intégré dans la prochaine version du .NET Framework. Mais ils font en sorte que c'est des extensions parce qu'ils peuvent pas tout livrer dans les versions de Visual Studio. À moins qu'ils attendent vraiment à la prochaine version. Mais d'après moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en 2008, on avait un framework MVC livré version finale pour commencer en 2008 à développer avec ça. Donc, probablement que ça va être un setup d'installation comme ils ont fait avec Ajax. On installe le setup. Présentement, la DLL s'appelle Microsoft.web.preview. Microsoft nomme toujours ses DLL comme ça lorsqu'ils sont en mode preview. Faut qu'il y ait de conflit le jour où Là, ce que je me demande, c'est est-ce que la DLL va s'appeler encore Système Web Extension et ça va inclure les composantes Ajax extension ainsi que MVC, Silverlight. Là, honnêtement, je ne crois pas. D'après moi, ça risque d'être peut-être système.web.extension.mvc. Je sais pas s'ils vont en faire des DLL séparés. Mais ça ne sera jamais, quand je dis built-in à ASP.NET, ça ira jamais built-in dans le core de ce qu'ASP.NET a été développé depuis 2002. Donc, c'est ce que je crois. Donc, ça permet à Microsoft de continuer le développement ou rajouter des fonctionnalités, exactement. Même entre les livraisons des grandes de Visual Studio. On dira ce qu'on voudra, le modèle ASP.NET existant va rester, on s'entend. Donc, dans la prochaine version de VS, qui risque d'être en 2010 peut-être, on ne sait pas encore, probablement qu'ils vont encore upgrader le côté ASP.NET, il va ajouter des nouveaux contrôles. Il y en a eu des nouveaux maintenant en 3.5, il y a 2 nouveaux contrôles. Donc, je pense pas qu'ils vont abandonner ça. C'est un bon modèle, il fonctionne bien. Ils vont peut-être corriger des problèmes au niveau du view state, tout ça. Mais oui, ils vont continuer à faire des releases séparés et on va continuer d'avancer. Moi, en tout cas, je sais que j'étais très heureux quand Scott Guthrie a annoncé le MVC. Parce que c'était une des premières indications sérieuses de Microsoft de reconnaître que la conception est importante. La conception testable, si je peux Exactement. appeler ça comme ça, en tout cas, en anglais on dit design for testability, c'est-à-dire s'assurer que ce qu'on conçoit est testable. Donc, chacun des modules. En tout cas, ça a jamais été une très grosse préoccupation chez Microsoft parce qu'il y avait toujours une vision que, bon... À la Microsoft, là, nos produits, nos affaires. On investit beaucoup d'argent dans le débogueur parce qu'on veut corriger par après, puis on investira moins pour permettre aux gens de designer correctement upfront. Exactement. Puis là, c'est comme une des premières reconnaissances par Microsoft. Puis moi, ce que j'espère, c'est que ça va créer des petits, c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, le même framework MVC apparaître avec WPF, parce que ça serait autant possible de le faire pour les clients riches. Probablement. Puis tout à l'heure pour les autres types d'interfaces, que ce soit avec les téléphones mobiles et tout, parce que ce patron-là est vrai dans tous les cas. Là, ils le font pour le web parce que je pense que on connaît que l'équipe de Scott Guthrie, c'est les plus innovateurs chez Microsoft. Ils ont toujours été à l'avant-garde. Ben, je pense qu'ils ont un bon gars qui tire en avant pour je pense que c'est un gars assez impliqué là, donc il connaît pas mal ces choses. Donc écoutez, juste un exemple. Je sais pas si vous vous souvenez quand ils ont annoncé, ben c'est lui qui a annoncé ça sur son blog. Probablement que c'est un des posts qu'il a fait depuis je sais pas combien d'années qui a eu le plus de commentaires en termes de réaction des gens, puis il n'y en avait pas beaucoup de négatifs là-dedans. Là. Il y a beaucoup de questions, mais je me souviens plus combien de centaines puis de centaines de commentaires qu'il y a eu sur son blog. Mais c'était majeur, là. Donc l'engouement, je pense qu'il est là. Ça va être bon. Écoute, les extensions, c'est pas juste le MVC. Non, il y a d'autres choses. On va parler de 2 petits contrôles qui vont être assez rapides. Il y en a un qui m'affecte positivement. Donc j'ai déjà présenté une version bêta de ça au DevTeach la dernière fois, l'année passée. C'est au niveau de ASP.NET Ajax. Ils vont rajouter un contrôle qui s'appelle le Browser History. Donc, évidemment, tout ce qu'on fait en Ajax est évidemment loadé dynamiquement au niveau de la page. Le problème, c'est que du moment que tu fais back, tu reviens à l'état initial de ta page. Donc, tu viens de perdre tout le côté historique de ta navigation. On dira ce qu'on voudra, mais en entreprise ou sur les sites web publics, les gens font tout back, ils aiment pas ça. C'est vraiment un gros problème. Et il y a un des architectes à l'intérieur de l'équipe .NET chez Microsoft au niveau Ajax qui s'appelle Nikhil. Son nom de famille c'est Kothari. Kothari, hein, je pense que c'est ça. Nikhil, c'est un gars qui est très 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 core au niveau de ces choses-là. Puis c'est lui qui a développé ça chez eux tout seul on the side. Puis il développe pas mal de choses qui marchent et qui finissent par s'intégrer chez Microsoft dans l'équipe d'Ajax. Et ce gars-là, il a développé le contrôle history. Puis moi, je l'ai utilisé à ses premières versions.
Puis c'était vraiment prometteur. Puis là, dernièrement, justement, lorsqu'on a vu qu'il était pour l'intégrer, ça a été vraiment un succès total. Puis les gens le demandent. Et je pense que c'est le seul contrôle qu'ils vont rajouter au niveau d'Ajax. Le seul contrôle qu'ils vont vraiment rajouter au niveau de la plateforme. On parle pas de l'Ajax Control Toolkit. On parle vraiment de la plateforme Ajax de base qui contient le Script Manager, Update Panel, Update Progress, les 5-6 contrôles de base. Donc, en fait, c'est pour régler un irritant. Là, c'est vraiment pour régler un irritant. Il y a un autre irritant. Les stories, ça, c'était vrai. Oui. L'autre, c'est la difficulté d'avoir des permalinks, là, des liens permanents. Exactement. Ça, est-ce qu'ils font quelque chose de ce côté-là? Oui, exactement. Au lieu de la façon qu'ils vont gérer l'historique, c'est quand même bien fait. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de la logique de navigation à l'intérieur de tes calls Ajax. Fait que à chacune des étapes, si le client fait un call Ajax, toi, tu vas décider qu'à cette étape-là, c'est un moment où la personne pourrait faire le back. Donc, c'est toi, au niveau programmation, qui va gérer tout l'aspect des back puis des forward. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que la personne va faire back, il y a l'URL va être changé avec un lien que tu vas pouvoir mettre en favori. Et si tu rentres dans cette page-là, automatiquement, toi, tu vas avoir la responsabilité de ramener dans l'état de la page. Parce que qu'est-ce qu'il fait, littéralement, lui, il remplace la mécanique par défaut du browser de l'history par c'est une que toi tu viens mettre pour ton site. Exactement. Donc c'est le même principe. Il va vraiment changer un petit peu la façon de travailler. Au début, je me posais des questions. Est-ce qu'il va écrire sur le disque vraiment dans l'history, tout ça. Puis après ça, on réalise que c'est encore plus simple que ça. Ils font vraiment changer le principe de fonctionnement et tu vas pas mettre dans l'history, dans tes favoris, chacune des étapes, par exemple, que tu as faites à travers la navigation. Et ça va marcher sur tous les browsers? Ben oui, moi je l'ai testé honnêtement. La version bêta fonctionnait très bien. IA Firefox, il y avait des bugs même dans IA. Fait que regarde, c'était un produit qui était bêta. Là, moi je l'ai utilisé dans la version actuelle qui est même pas encore entre guillemets bêta. Là, ça devrait être bientôt. Puis ça marche très bien. Donc il y a d'autres deux améliorations intéressantes du côté Ajax. Oui, exactement. Et en passant, il y a une autre personne qui travaille sur ce produit-là. Une autre personne dans l'équipe Ajax qui est Bertrand Leroy, qui peut-être un jour on va avoir à Montréal. À Montréal, peut-être. On travaille très fort. Disons que la semaine prochaine, on devrait le rencontrer. Donc au mix. Donc, on essaie de travailler fort pour lui, il a pas envie de venir en décembre. Lui, il fait trop froid. Donc, c'est ce qu'il nous a dit. Il viendrait peut-être en janvier, puis en juin. Puis je sais que ce gars-là travaille beaucoup avec Nikhil, puis il travaille sur ces contrôles-là. Donc, il se pourrait que on ait une conférence assez en juin. C'est une bonne école travailler avec Nikhil Kodari. D'après moi, oui. Le gars, il est époustouflant, là. Oui, il est assez comme, c'est du monde de client-side, hein. Tu regardes aller, c'est des gars de CSS, HTML, JavaScript, Ajax. Nikhil a développé son propre langage qui s'appelle Script Sharp et il a même développé des extensions Script Sharp pour Facebook, en .NET, puis il a fait des affaires assez flyées. Donc, tu viens de parler d'ajouts à Ajax. On a parlé un peu plus tôt de MVC. Il y a un autre pan de mur, si on peut appeler ça comme ça, qui va être maintenant traité dans les extensions. C'est tout ce qui touche les données dynamiques. Ouais, les données dynamiques. En gros, je comprends pas pourquoi ils nomment ça comme ça. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé, par exemple, dans Visual Studio, quand tu as les versions professionnelles en montant. Tu t'en vas dans le Server Explorer, tu te connectes sur une BD, tu vois une table SQL, drag and drop sur ta web form, tu testes ça, puis et voilà, tout marche, tout est là. Évidemment, c'est tout full postback, tout ça. Si jamais tu changes ton modèle de data en arrière, donc le nom de tes champs, les types, tout ça, tu dois refaire ta page, tu dois refaire tous ces contrôles-là. C'est assez irritant, mais c'est bon pour des interfaces d'admin. On s'entend, là, en entreprise, c'est rare qu'on fait drag and drop d'une table dans une web form. C'est toute la problématique de ce qu'on va appeler les outils RAD de Microsoft. Exactement. C'est manuel, puis à tous les fois que tu changes de quoi, faut que tu le refasses de A à Z. Exactement. Mais, donc, mais ça fait des beaux démos. Ouais, exact. Ça fait des beaux démos, c'est belle fun, ça impressionne, mais quand tu y vas en réelle entreprise, je pense que tu mets ça de côté. Cependant, les dynamic data, ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir faire le même style de choses, mais encore plus simple. Tu n'auras pas de drag and drop. C'est que tu vas te créer un site web. Encore là, ils vont faire des templates de projets, des templates de pages. Et ce qui est le fun, c'est que ça va se baser sur le metadata de justement ta base de données. Que tu sois en Access ou en SQL, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à Oracle, j'ai aucune idée sur les autres BD. Évidemment, pour les BD Microsoft, ils vont être capables justement de se fier aux metadata. Donc, à partir de là, ils vont être capables de bâtir dynamiquement, par exemple, un écran de liste de produits. Au départ, c'est même ta page, ta home page du template quand tu codes rien. Il va te lister la liste de tes tables que tu as à l'intérieur. Il va voir les relations.
Tu vas cliquer sur une page, sur une de tes tables, il va t'amener sur une autre page. Il va déjà avoir toutes les fonctionnalités de base, d'édition, modification, suppression, sélection, tout Donc, ça. comment se faire une façade web en 2 clics pour une base de données Ouais, exactement. avec les données dynamiques, tu vas pouvoir faire ça. Je vous dirais une façade. Je vous dirais honnêtement, moi, ce que je vois là-dedans, c'est des interfaces d'administration. Je pense pas que pour un site web public, parce que c'est toujours plus compliqué ou une vraie application. Là, après ça, d'après moi, c'est mon opinion, je pense quand tu veux fine-tuner ces affaires-là, complexifier, c'est là que ça devient problématique. Mais par exemple, toutes tes tables utilitaires. Toutes tes tables utilitaires, tes tables de pays puis de province, là, que tu touches jamais, toutes tes tables utilitaires, des listes de drop-down, tout ça, honnêtement, 0 ligne de code, sur un bon template, Dynamic Data, ça va faire la job, puis demain matin, tu changes un champ, tu rajoutes un champ booléen, il va te rajouter une boîte à cocher dans ta grille, tout va être 100% dynamique, et honnêtement, je doutais de ça, mais ça marche bien. Puis ils n'ont pas réinventé la roue en faisant ça, là. C'est juste qu'ils font des queries à ta BD, ils vont chercher l'information, puis automatiquement tes pages sont toutes buildées dynamiques. À ce propos, Dominique, les données dynamiques, c'est Rob Connery qui était quelqu'un qui travaillait à l'origine sur le produit Subsonic, un produit que toi, Guy, t'as apprécié beaucoup parce que je me souviens de te présenter. Ouais, j'ai fait une présentation sur Subsonic qui est un utilitaire là, qui est un petit peu dans le même genre. Qui est très intéressant. Donc ça, c'est disponible présentement, mais le fait que Microsoft ait engagé Rob Connery n'est pas étranger à ce que Microsoft sorte leur porte-modèle. C'était une fonction qui était dans le produit Subsonic. Ouais, effectivement. Puis il y avait aussi Subsonic faisait aussi un mapper. Ouais, un espèce de modèle d'objet qui était mappé sur ta base de données avec tes procédures stockées, là, tout ça, là. Je sais pas si ça va aller aussi loin que ça. Non, moi, en tout cas, ce que j'ai vu dans les premières versions qui sont sorties, c'est vraiment un modèle où ils veulent vraiment du développement rapide, hein. C'est vraiment la philosophie Microsoft, mais un développement rapide qui est clean. C'est-à-dire que tu as une base, mettons, qui va avec Access, base de données dans PP Data, template de page, Dynamic Data, ASP.NET, tu choisis ça. Automatiquement, une coupe de settings, et il va aller le metadata, et il génère pas du code à ta place, là. C'est vraiment dans le framework de Dynamic Data qui va automatiquement se plugger sur ta BD, tout ça. Donc non, t'as pas de classe auto-générée, tout ça. Probablement qu'on va pouvoir overrider ce que lui, en arrière, va générer, parce qu'écoute, ça se peut que sur telle action, tu as besoin de faire une autre opération, tout ça, mais ça a l'air vraiment assez basique pour l'instant, en termes de niveau de code que tu vas mettre. Puis une chose particulière qui est vraiment importante, c'est que ça utilise le pattern ASP.NET standard, Postback View State. Donc, n'est pas intégré présentement dans le modèle MVC. Peut-être qu'il va peut-être avoir une intégration. Peut-être qu'on va finir par une intégration, mais présentement, le modèle utilisé de Dynamic Data, c'est tu veux manager des pages d'administration pour ta BD, utilise ça au lieu d'utiliser le drag and drop de table directement dans ta BD, dans ta webform, c'est-à-dire. Donc, ça, c'est le ASP.NET Dynamic Data Support. Silverlight. Yes. Bon, le sujet toujours à la mode. À l'heure, ouais, de ce temps-ci. Sûrement en entendre parler beaucoup aussi la semaine prochaine. Ouais. Ils ont acheté des choses pour Silverlight. Oui, Silverlight, en gros, c'est qu'ils vont introduire au niveau de ASP.NET un contrôle média, donc où est-ce que tu vas pouvoir justement linker au niveau ASP.NET, où est-ce que tu n'auras plus besoin de t'occuper de faire l'include des JS qu'il y a besoin pour justement le fameux plugin de download. Tu vas être capable justement là de juste draguer ce contrôle-là. Tu vas prendre ton contrôle ASP.NET tel quel, tu vas le mettre dans ta webform. Encore là, MVC, pas MVC, probablement que c'est le framework présentement de base. Et à partir de là, tu vas être capable de lire des fichiers au format WMV, WMA. Je ne sais pas s'ils vont offrir d'autres extensions de lecture de fichiers médias autres que standard à la Microsoft, je veux dire là. Mais je sais qu'il existe des outils là pour convertir là tes formats vidéo ou audio là au format Silverlight. Ouais, avec des produits de la ligne expression. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a ça, puis il y a l'autre aussi aspect qui est assez intéressant. Je suis pas un expert en XAML, mais ce que je sais, c'est que ce contrôle-là va te permettre aussi, au niveau ASP.NET puis Silverlight, c'est d'inclure du XAML directement dans ce contrôle ASP.NET-là. Honnêtement, je l'ai pas testé. Je sais pas ce que ça va donner, mais l'objectif, c'est-tu de prendre un petit peu ce qu'ils ont fait dans WPF, donc où est-ce que tu peux designer du XAML, et d'intégrer ça au niveau Silverlight et que le rendering se fasse vraiment au niveau du browser. Donc, l'objectif, c'est-tu d'arriver à ça? Donc, en conclusion, Dominique, il y a deux fonctionnalités dans ouais, exactement. avec Silverlight.
t'as la façon d'inclure un côté media player, toutes les skis vidéo, audio, de façon facile, sans t'occuper de l'insertion du plugin de Silverlight, du JavaScript, tout ça. Et l'autre qui va te permettre justement d'inclure du XAML directement dans le contrôle ASP.NET pour faire du rendering à la WPF au niveau de ton framework. Donc, un autre mode, entre guillemets, de génération d'interface graphique au niveau de Silverlight. Parce qu'un avantage marqué de Silverlight dans la version courante, là, la version 1.0, c'est la facilité à laquelle il peut faire le rendu là, de vidéo. Donc ça, c'est un avantage marqué de la version. Puis là, ce que je comprends bien, c'est que ils vont livrer des contrôles qui vont faciliter l'intégration directement dans tes pages ASP là. Exactement. Donc il y a ça plus le XAML évidemment là, qui commence à être à la mode, qui commence à rentrer un petit peu dans le monde du Windows WPF. Donc on va pouvoir intégrer ça ensemble. Ça s'en vient. Ouais. Une des dernières extensions Oui. qu'ils ont ajouté, puis là moi j'ai revu un vieil ami, le fameux projet Astoria. Donc maintenant ça s'appelle comment donc ce ADO.NET Data Services. Donc, assez flyé comme concept. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, je me bâtis un framework Data Access, si on peut dire, basé sur Entity Framework. Et à partir de là, l'objectif, c'est d'exposer ces données-là, on va dire, donc ta couche Data Access via le web. Donc, probablement qu'ils vont utiliser, je dis probablement parce que bon, j'ai pas testé à 100%, mais probablement qu'on va utiliser le côté WCF, donc le nouveau protocole de communication pour tout ce qui est appel au service web, tout ça. Donc, pour exposer ton modèle Data Access, via web. Donc, que tu sois, d'après moi, en web ou au niveau Windows, tout ça. Donc, tu vas être capable d'accéder via HTTP directement à tes données. Donc, c'est une tendance quand même forte. Oui, on s'en va beaucoup vers ça. Ce qu'on appelle les fameux mashups. Exactement. C'est-à-dire des sites où est-ce qu'on fait de l'agrégation d'informations qui viennent de d'autres sites. Exactement. Ben, si toi, tu as des données, tu veux exposer. Les publier sur le web avec un protocole REST, c'est-à-dire une approche des URL bien simple, ça va être facile de le faire avec ça. Un petit peu comme RSS ont fait, là, tu sais, avec tout ce qui est XML transporté dans le RSS. Donc, c'est un succès, ça marche très bien. Puis, parce qu'il faut pas se cacher, exposer des données sur le web, présentement, ça reste encore, c'est beaucoup de travail, là. Ouais. Ce que j'ai vu qui est intéressant avec ADO.NET Data Services, c'est que c'est une espèce de couche web sur ta base de données. Puis là, ça fait peut-être peur à bien des gens quand ils entendent ça. Je vais exposer ma base de données directement sur le web. Non, c'est le contrôle de code anyway. T'as le contrôle au niveau de la sécurité puis tout ça. Moi, j'ai vu, je l'ai vu pour la première fois. J'ai vu une présentation là-dessus à Mix l'année dernière. Donc, ça fait presque exactement 1 an. Puis, sur le coup, je dis, ouais, ok, c'est intéressant, là. Mais pas plus que ça. Puis à DevTeach à Vancouver l'année dernière, donc fin novembre, j'ai vu une présentation qui était faite par un des product managers ou program managers, whatever. Et puis là, je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. Là. C'est vraiment intéressant là, comme concept. C'est pas juste faire de la lecture, c'est que tu peux faire vraiment des opérations de quoi. Tu peux créer, updater, supprimer tes données. Tu manipules, c'est ça, tu manipules ton data au complet. Donc, pour ceux qui développent, par exemple, des applications Windows aussi, ça peut être intéressant de dire, mon back-end est vraiment centralisé web et j'expose via Data Services des données à partir de là. Donc, toutes tes updates, t'as beau être seule ta présentation va changer, entre guillemets. Donc, l'idée est pas mauvaise en arrière. C'est juste qu'ils ont simplifié. C'est-à-dire, l'idée est pas nouvelle. Ils ont juste simplifié la façon qu'on va le faire via le concept de service web. Oui, parce que tu peux exposer, SQL Server 2005 te permet d'exposer des store proc ou d'autres objets comme des services web. Mais bon, un service web, c'est quand même assez simple. T'as pas nécessairement de contrôle au niveau de la sécurité puis tout ça. Oui, tu peux le faire au niveau des groupes ou des usagers SQL, mais le Data Services d'ADO.NET va plus loin là, puis te permet pas mal plus de flexibilité. En tout cas, je vais regarder ça. Je pense que c'est un bon produit. Hein. Je suis curieux de savoir, par exemple, toutes ces extensions-là, le deadline qui vont nous sortir. D'après moi, c'est tellement gros ce qui sort dans chacun des modules qu'on a parlé jusqu'à présent. Je suis pas convaincu que ça va tout faire partie du même package, ça. Présentement, ils le lisent dans un même package parce que c'est des versions bêta.
Mais je pense que ils vont tous avoir des On va voir ça à Mix mais la les semaine fameux prochaine. Mix, ouais. Les fameux data services, il y a une contrainte, hein, c'est que pour être capable de générer automatiquement toute cette couche d'accès web-là, faut que tu ailles fait ton modèle avec Entity Framework. Entity Framework. Mhm. L'Entity Framework, on sait que c'est quelque chose qui est pas livré qui a pas été livré avec 2008. Ça, c'est un bon point, Mario, là. Donc, Audio.net Data Services est dépendant de Entity Framework. Oui, tout à fait. Ouais. Mais de toute façon, on va en voir de plus en plus, il y a des technologies Microsoft qui vont être dépendantes d'Entity Framework parce que c'est la stratégie en tout cas de modélisation logique de tes données sur laquelle Microsoft va s'appuyer dans le futur. Puis peut-être que dans 5 ans ou 10 ans d'ici, on va trouver ça tout à fait normal d'avoir une dépendance sur Entity Framework pour que personne va s'énerver le poil des gens avec ça. Aujourd'hui, on est toujours un peu frileux parce que ça n'a pas encore fait ses preuves et tout. Puis on sait que dans les accès aux données, Microsoft, c'est pas leur premier essai. C'est pas la première fois, en tout cas, où on nous annonce de quoi on va se souvenir de Object Space. Ouais. On a eu beaucoup de tentatives Mais, dans ce bon, domaine-là. Mais je pense que ça s'enligne dans la bonne direction. Je pense que c'est déjà bon signe, là. Ça suit justement tout ce qui est SOA, là, tu sais, service orienté architecture. Absolument, Donc, ouais. on s'en va vers ça. Donc, je pense que c'est des bonnes intentions, là, qu'ils ont avec ce produit-là. Donc ça fait un peu le tour de ce qui est inclus aujourd'hui avec les aujourd'hui. extensions 3.5. Ouais, exactement. À Fait l'heure que actuelle. ça sort quand, là, tout ça, là? Eh boy. D'après moi, la semaine prochaine, on va en savoir plus. Probablement, ASP.NET MVC risque d'être un des premiers. Là, c'est assez majeur. Il y a de la là. demande aussi. Il y a une grosse demande. Donc, probablement que l'effort est mis beaucoup là-dedans. Dynamic Data, d'après moi, c'est pas quelque chose qui doit être complexe à développer. C'est déjà bien fait, établi. Probablement que tout ce qui est plus orienté à ASP.NET risque de sortir assez rapidement. Le reste, Entity Framework, Data Services, c'est assez important. Tu peux pas te sortir ça, puis entre guillemets, te planter. Donc, Ajax aussi, probablement que le contrôle back button, ça fait déjà 1 an et demi qu'il existe le contrôle. Il est probablement déjà terminé. Ils font juste pas le bundle tout de suite dans un package. Donc, probablement que ça va venir rapidement. Silverlight aussi, c'est des choses qui sont fonctionnelles. D'après moi, je dirais début de l'été, là, on va avoir déjà des contrôles disponibles. Moi, c'est mon guess. Début de l'été, on va avoir des... De toute façon... On enlève les data services, le reste, D'après moi, oui. Et Mario, on a un talk show qu'on prépare avec Laurent Duvaux. Oui. Qui va faire un résumé de ce qui a été annoncé à Mix ou de la conférence. C'est notre prochaine émission, d'ailleurs. C'est notre prochaine émission. Donc, on va peut-être reparler de pas mal de choses qu'on vient de parler donc, ce soir. Laurent va en savoir pas mal plus. Puis une des raisons pourquoi il va, donc c'est un gars très web, hein, donc c'est un partenaire avec moi. Aussi, c'est un gars très, c'est une raison pourquoi j'y vais moi aussi. ouais, c'est ça. Moi, je vais vous laisser y aller, puis je prendrai les nouvelles par après. Ouais, je vais comme nos auditeurs. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est ma affaire. Aïe. Écoute, Dominique, on te remercie. 2 choses, peut-être, en terminant. Rappelez à nos auditeurs que on les invite à nous envoyer des questions. Parce que nous, on annonce toujours sur le site web les invités qu'on va avoir dans le futur. Puis ça serait intéressant si on a déjà eu Karel Sainte-Marie qui nous a écrit des questions, puis qui a même qui nous a lancé l'idée. Mais Guy, si tu peux rappeler un peu, c'est quoi la formule? Ben en fait, c'est pas compliqué. À la droite, sur la page principale du site du Visual Studio Talk Show, vous avez à la droite la liste des 2-3 prochaines entrevues qu'on va faire avec le conférencier, le sujet. Et les sujets. Donc, si parmi les sujets, il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous avez une question particulière, ben juste il y a un hyperlien qui est placé sur le site qui vous permet de nous envoyer un petit courriel, de nous dire bon ben vous allez parler par exemple de tel sujet dans le futur. J'ai une question qui me brûle les lèvres et que je veux poser à votre invité. Donc, on va en choisir quelques-unes, 1 ou 2 ou 3, dépendamment des questions, puis on va les poser à notre invité. Alors, ne vous gênez pas. Dominique, en terminant, toi, as-tu un site web ou un livre ou quelque chose que tu voudrais recommander à nos auditeurs? Évidemment, si on regarde par le sujet d'aujourd'hui, Microsoft a déjà sorti des quick start. Des exemples de code de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui existent déjà. Donc, c'est évidemment en version bêta. Donc, vous pouvez déjà aller chercher ça. C'est simple. www.asp.net. Vous allez dans la section Downloads. Puis là-dedans, vous allez avoir un ASP.NET Future 3. Excusez. Faites attention parce qu'il y a ASP.NET Future qui est pour le .NET 2.0 actuel. C'est des contrôles. Là-dedans, il y a souvent des liens qui vous envoient vers ASP.NET 3.5 extension. Allez là-dedans et quand tu cliques là-dedans, c'est pas le download automatique. Il est pas évident, là. Quand tu te rends là-dedans, là, il te donne des quick start pour chacun des choses.
chacun des modules de l'extension 3.5. Je vous dirais que là-dedans, il y a tout pour apprendre chacune des technologies et évidemment pour avoir toutes les nouveautés, le site web de Scott Guthrie. Faites juste une recherche sur Google ou sur Live de Scott Goo, puis vous allez trouver, c'est sûr, son URL, donc assez facile. Lui va annoncer, avant même que ça apparaisse un peu partout, toutes les nouveautés, les releases, tout ça. Donc, je pense que c'est la place où aller. En fait, pour un développeur web, le blog de Scott Guthrie est un must. Oui, c'est même, des fois, il y a les annonces qui sont faites là avant même qu'ils soient faites officiellement ailleurs. Donc, quand lui a le droit d'émettre, il blogue automatiquement. Donc, je vous dirais que moi, c'est tous les jours ou tous les 2 jours, je vérifie ça pour un nouveau post. Donc, c'est assez important. On te remercie, Dominique. Plaisir. Nous, on fait la pause, puis on revient, Guy, avec tes actualités. Mais oui. Les actualités de Guy Barrette. Mes actualités à moi ou les actualités... Non, plutôt celles qui ont retenu ton attention. Donc, écoute, on enregistre aujourd'hui le 27 février. C'est la date de lancement officielle de Visual Studio 2008, SQL Server 2008 et Windows Server 2008. Même si on sait que Visual Studio 2008 est disponible depuis, le mois de novembre? Moi environ, hein. À peu près le mois de novembre. SQL Server 2008 sortira pas avant le 3e quart 2008, puis Windows Server est disponible depuis trois semaines à peu près. 3 semaines environ, hein. Mais c'est aujourd'hui le lancement officiel marketing, puis on avait un de nos bons amis. Étienne Tremblay, pour ne pas le nommer. Ben oui, qui était qui faisait partie du lancement qui a eu lieu à Toronto, au Canada. Oui. Puis moi, j'ai eu des nouvelles avant de faire l'émission. Oui, comment ça a été? Sa participation avait très bien été parce qu'Étienne se retrouvait sur le stage avec les... avec le directeur ou le grand patron de Microsoft Canada, je pense, hein? Oui, puis en tout cas, il était un peu nerveux, mais ça a bien été. Donc, il a dû bien faire ça, notre Étienne. Bien heureux pour lui. Oui, donc ça c'est aujourd'hui, donc ça vaut la peine de le mentionner, même si bon, il y a rien d'extraordinaire. On va passer vite. Là. Oh, oui. 2 nouvelles d'ordre économique ici. Microsoft a annoncé la semaine dernière qu'ils ouvraient un petit peu leur plateforme en il y a de nombreux brevets au niveau de la plateforme Windows. Tout ce qui touche l'interopérabilité avec les autres plateformes. Donc, pour pas la nommer, Linux et Unix et tous ces autres X. Et puis, en fait, ce que Microsoft a dit, c'est que les brevets qu'on a sur certaines fonctionnalités au niveau de l'interopérabilité, on les appliquera pas. Donc, vous allez pouvoir vous brancher là sur la plateforme Windows. Donc, on est dans un monde de plus en plus ouvert, puis Microsoft, ils veulent pas que les gens, que les grosses entreprises commencent à plus utiliser la plateforme sous prétexte qu'on aura peur que la plateforme soit trop fermée. Oui. Puis, en fait, ça a été poussé par nos amis en Europe. Et puis, en fait, aujourd'hui, on a appris la nouvelle que Microsoft allait avoir une amende d'1,3 milliard de dollars américains puis c'est relié un petit peu à cette annonce-là. Ça, c'est l'Union européenne. Ouais, l'Union européenne qui a imposé cette amende-là sur le fait que ça coûtait trop cher aux compagnies de faire de l'interopérabilité avec la plateforme Windows, là. Donc, petite nouvelle d'ordre économique, quelque chose de plus intéressant peut-être pour nous, ou plus concret, le Service Pack 1, on en parlait la dernière fois de Windows Vista. Il est disponible, là. Finalement, parce que là, on parlait de seulement un lancement public, là, le 16 mars, mais maintenant... L'as-tu installé? Ben oui, il est installé. Faites attention, j'ai une petite considération. Le setup d'installation, tu peux downloader seulement le SP1 sous forme d'exécutable ou downloader Vista dans .ISO avec déjà built-in SP1. Mm-hmm. À date, l'expérience qu'on a, c'est que moi, j'ai installé seulement le SP1 et c'est bon, calculer environ 1 heure d'installation, environ. Et moi, au dernier reboot, l'écran Welcome, après avoir fait Ctrl-Alt-Delete, a toffé 45 minutes. Et il y avait rien qui fait. J'ai dû rebooter la machine. Et une fois de temps en temps, lorsque je fais Ctrl-Alt-Delete, le Welcome, un coup logué, le Welcome apparaît pendant 15-20 minutes. J'ai un autre ami qui a eu des blue screen. Oui, blue screen. Vista. Dès qu'il installait ça sur son nouveau laptop Dell, le XPS. Et il a tout formaté. Il a installé SP1 avec Vista built-in dans un .ISO.
puis ça marche super bien. Donc, ils ont eu certaines considérations, certains Parce que problèmes. moi, ma machine, je sais que j'ai parti ça tard le soir, puis j'étais allé me coucher, puis j'ai dit, garde, tu rebooteras 28 fois si tu veux rebooter. Quand je suis arrivé le lendemain matin, Tout est le beau. message était beau. Le seul hic dans mon cas, c'est que là, j'étais déphasé avec mon Office, parce que je ne fais pas faire les updates automatiques par Microsoft. J'aime mieux contrôler mes updates. Ouais. J'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Puis ben là, il a fallu juste que j'aille faire des updates de mon Office parce que là, j'étais pas capable de partir mon Outlook, par exemple. C'est ça. Mais ça a duré une autre 20-30 minutes de délai. Ça. Mais Ouais, à un moment donné, on est reparti, Ouais. puis là, tout est beau. Ouais, la semaine avant le lancement d'SP1 de Vista, Microsoft a lancé à peu près une douzaine d'updates là par le Windows Update. Puis semble-t-il que un de ces updates-là était un petit peu flaky là, donc causait certains problèmes. Moi, j'ai pas vécu ces Moi, problèmes-là. je peux vous dire, moi, j'ai désactivé l'update automatique. Je sais que tout le monde recommande l'update. Non, moi, c'est aussi, comme... non, moi, j'y vais moi-même, moi aussi. C'est moi qui le fais. Parce que premièrement, si je suis dans un projet, je suis en train de développer. T'as puis pas envie qu'ils scrapent ta machine, là. c'est comme, touche pas à ma machine, là, je C'est la ça. déciderai bien, puis je C'est ferai ça. mes mises à jour. C'est un peu comme n'importe quel projet. Est-ce que quelqu'un va changer de passer de Visual Studio 2005 à 2008 quand c'est sur une fin de projet? Non. Non, jamais de la vie. T'attends, puis là, quand on a fini, puis qu'on part une nouvelle itération, là, on met nos mises à jour. Même chose que ma machine, c'est mon C'est outil ça. de travail à tous les jours. Donc, je peux comprendre peut-être que pour les moms and pop, donc les utilisateurs pour qui eux autres, leur machine, c'est plus une machine de jeu ou en tout cas de plaisir, que tu peux peut-être faire des mises à jour automatiques à tous les nuits à 3 heures du matin. Mais moi, ma machine, là, c'est comme no way. Et c'était l'éditorial de Mario Cardinal Tout sur à les fait. updates. Dernière nouvelle, Microsoft a annoncé un nouveau programme qui s'appelle Dream Spark, qui est Intéressant. pas mal intéressant, en fait, qui est destiné aux étudiants. Donc, si vous êtes étudiant, puis vous voulez vous procurer des produits Microsoft, Pour pas cher. ben pour gratis, pour $0 comme on dit. Puis on parle de quoi là ici? On parle de Visual Studio 2008 professionnel, de toute la ligne des produits Expression, donc Expression Studio, de Windows Server 2003 standard, puis de Xena Studio pour faire des jeux. Donc, tous ces produits-là, vous pouvez les obtenir gratuitement si vous êtes étudiant. Le programme est valide au Canada, il est valide dans plusieurs pays au travers le monde. Donc, au Canada, ça fonctionne. Je pense qu'un des prérequis, c'est d'avoir une adresse électronique. Ça, Là, je peux pas prendre mon adresse Hotmail puis dire, Ah, regarde, je non, suis non, étudiant, non. là. Faut que tu sois étudiant. Faut que tu sois reconnu comme un étudiant enregistré dans Avec- une école. Avec un nom de domaine d'une école. Ouais, soit une reconnue. université, soit un collège, par exemple. Puis je pense qu'il faut que tu aies une adresse de courriel qui fonctionne avec l'école. là. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais encore depuis longtemps, je pense que c'est encore comme ça. Dans les écoles, c'est encore beaucoup l'open source, c'est encore beaucoup Java, Ouais. c'est encore, Microsoft sont pas fous. Ce qu'ils veulent, c'est aller chercher ce marché-là. Donc, je pense que c'est une bonne initiative, que ça soit pas mal moins cher. Hein. Mhm. Ah ouais. Bonne chose. Ouais. Écoute, Guy, ça fait le tour des actualités. Ouais. On va compléter en annonçant ce qui s'en vient au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Donc, 10 mars, c'est notre bon ami Rod Paddock directement de Seattle qui vient nous visiter à Montréal. Ben oui, qui fait sa tournée pan-canadienne, Montréal, Ottawa, Toronto. Donc, notre ami Rod va nous parler des... ben en fait, sa présentation va se faire en deux parties. Comme Rob va être aussi à Mix, on va faire un petit tour des nouveautés. Et puis ensuite, la présentation principale de Rob va porter sur des outils open source qui sont pas mal intéressants à utiliser dans Son vos top projets. 10. Ouais, sont top 10 des meilleurs outils open source que vous pouvez rajouter soit à Visual Studio ou que vous pouvez intégrer dans votre développement. Puis ça, c'est un peu spécial ce mois-ci parce qu'on a une présentation. On avait une présentation le 3 mars. Puis là, on a une le 10, mais après ça, on revoit les gens au groupe utilisateur juste en avril. Oui, parce que Rob pouvait seulement venir durant cette semaine-là, donc on a devancé un petit peu notre meeting. Donc, la rencontre subséquente va être le 7 avril, la veille du lancement de... Oui, et c'est pas un meeting du groupe en tant que tel. Donc, c'est pas une activité du groupe, c'est une activité qui est organisée par Microsoft Canada. Donc, c'est la veille du lancement. C'est de 6 à 9, c'est le soir, c'est à la faculté de Club Conference Center de McGill. Et puis, le thème, c'est Heroes Happen Here. C'est une activité qui est plus centrée là, sur la carrière, pas nécessairement sur les produits ou sur la technologie. Là. Puis on va mettre un lien là, sur la page si vous voulez vous inscrire parce qu'il y a encore de la place.
Ensuite, fin avril, le 21 avril, On a notre ami Benjamin Day qui vient de Boston, qui est un MVP C#, qui va nous parler du monde des ORM, Object Relational Mapping, sur la plateforme Microsoft. oui, puis donc une présentation dans le cadre de notre groupe d'intérêt d'architecture. Oui. Puis on va être bien intéressant parce que Benjamin, il connaît son sujet. Puis parlant d'architecture, le 5 mai, c'est Stephen Forte qui va Oui, nous parler des design patterns pour les bases de données. Ben, en fait, Stephen Forte est le Regional Director à New York et il va venir faire un petit tour. On s'en vient de Gen 7, tout le monde de New York, de Ah. Boston, de Seattle. C'est gros le groupe d'utilisateurs. Mais bon, Où on est bien plugué. on est bien plugué, je pense. Ils veulent venir nous voir parce Ouais. qu'ils ont du fun à Montréal. C'est un peu de tout ça, je pense. En fait, Steven était supposé venir au début décembre faire sa présentation sur les design patterns au niveau des bases de données. Mais bon, un gros tempête de neige, vol annulé, tout ça. Donc, on n'a pas pris de chance, il revient au mois de mai. On voulait au moins l'avoir avant qu'il aille escalader le Mont Everest parce que c'est un de ses projets. Ouais. C'est pas la première fois en plus qu'il va faire le Mont Everest. Tout un personnage. Ouais. Moi, j'aimerais en profiter aussi pour aviser nos auditeurs qui vivent au Québec. On sait qu'on a des auditeurs un peu à travers le monde de langue française. Mais ceux qui vivent au Québec, le Pattern and Practices Summit, qui est une conférence assez prestigieuse en architecture, où on apprend, en tout cas avec des conférenciers assez émérites, va être à Québec cette année, du Ouais. 3 au 6 mai. Mhm. Puis donc, si vous êtes vous restez au Québec, ça va à peine vous inscrire parce que vous évitez les frais de transport, puis On va mettre le lien sur le site. Pattern Puis and je Practices pense que tu vas être conférencier là. toi aussi, Alors, Agui. oui. Mais mettons que c'est pas nous autres la highlight de cette Non, non. conférence. Là, Nous sommes, comme Ouais, nous Scott sommes la Hanselman, saveur locale. c'est Scott Hanselman, Rocky Locta, Billy Hollis, Mhm. Tenyo Word. En tout cas, je viens de nommer 4 raisons pourquoi vous devriez aller, sans parler de tout après la moitié de l'équipe du Pattern and Practices qui va être là, Ouais, les Glenn Block de ce monde et compagnie. C'est une bonne conférence. Écoute, Guy, ça termine notre émission. Dominique, on te remercie encore une fois. Ça fait plaisir. On va se revoir, c'est sûr. Oh oui, hein. Puis, écoute, tu pourrais écouter notre émission pour savoir ce qui s'est passé au Mix. Donc, C'est t'auras sûr. pas besoin, Pas tu vas besoin, pouvoir savoir directement de Laurent. On est assez plugués tous les jours. Je pense je vais me tenir au courant pas mal. Ouais. Puis nous, écoute, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs. On vous revoit justement dans 2 semaines pour parler des nouveautés qui ont été annoncées à Mix 2008. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.